Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une ou plusieurs questions de manière à ce qu'elles correspondent à nos besoins, à nos attentes. Notez qu'on a ici un encadré avec le nom du questionnaire, la description du questionnaire si vous voulez en inclure une. Donc ça peut être un endroit où vous pouvez par exemple inclure des consignes. Vous constatez qu'ici, il est aussi précisé que le formulaire collecte automatiquement les adresses e-mail des utilisateurs. Si ce n'est pas le cas, il faut retourner dans les paramètres pour faire ce réglage. Ouvrons ensuite la première question qui apparaît ici par défaut. Dans cet encadré, qui est donc sélectionné, on le voit parce qu'il y a une barre bleue sur le côté, vous avez plusieurs éléments. Premier élément, question sans titre, c'est dans cette case que vous allez poser votre question. Par exemple, au-dessous, vous avez plusieurs lignes qui permettent d'entrer des réponses. Si je sélectionne ici le texte et que j'écris par exemple 1, je peux ensuite ajouter ici une autre option, 2, 3, 4. Vous voyez qu'ici il est pré-rempli la réponse, tellement la réponse est attendue. C'est aussi possible d'ajouter des lignes en appuyant sur la touche Enter. Un autre élément qui apparaît, c'est cette icône qui vous permet en fait, en cliquant dessus, d'ajouter une image. Donc si vous voulez par exemple illustrer votre question d'une manière ou d'une autre, c'est possible. Ça veut dire aussi que vous pouvez directement poser une question qui porte sur le contenu de l'image, ce qui peut être assez pratique dans certains cas. Ici, on a un menu déroulant qu'on va détailler un petit peu plus tard. Et on a ensuite ici en bas cette icône qui permet de dupliquer la question. Donc quand vous avez paramétré une question avec disons 4 réponses types, etc., c'est possible de dupliquer la question et de gagner beaucoup de temps quand on crée des formulaires. On peut évidemment supprimer la question. On peut préciser si la réponse à la question est obligatoire ou pas. C'est peut-être plus intéressant dans un sondage parce qu'un élève qui ne répondrait pas à une question dans un questionnaire n'aurait juste pas le point. Et puis les 3 points qui permettent d'afficher des options supplémentaires. Notez qu'en fonction du type de question que vous avez paramétré, etc., il peut y avoir des différences au niveau des options proposées. Donc à regarder, ici on peut intégrer par exemple une petite description qui apparaît à ce moment-là juste sous la question. Est-ce que c'est très utile? Je ne sais pas. Peut-être que dans certains cas oui. On peut aussi, mais ça on y reviendra après, accéder à une section en fonction de la réponse apportée à la question ici. Ça, c'est une fonction qui est vraiment très intéressante, notamment pour les sondages. Avez-vous déjà assisté à un concert de musique classique? Oui. Passez à la section 2. Non, passez à la section 3. Et puis, il y a la possibilité aussi de trier les options en mode aléatoire, ce qui veut dire que suivant les questions que vous posez, par exemple si c'est un petit test de mathématiques, bien sûr que l'ordre des questions n'a pas tellement d'importance et donc de les trier de manière aléatoire, ça peut être intéressant. Ça permet aussi peut-être d'introduire une certaine variété. Et maintenant, la zone corrigée. Je clique dessus. Ça va me permettre en fait d'entrer la réponse à la question qui a été posée. On est donc bien d'accord que 2 plus 2, ça fait 4. Je clique sur 4 et on voit que c'est cette réponse qui a été sélectionnée comme étant la bonne réponse. On peut ici régler le nombre de points que l'on va accorder. Par exemple, 1 point, 2 points, 3 points. Et puis on peut aussi ajouter un commentaire à la question. Ça permet d'entrer un commentaire en cas de mauvaise réponse, par exemple, ou d'entrer un commentaire en cas de bonne réponse. Bien sûr, c'est facultatif. Il y a aussi la possibilité d'ajouter un lien, par exemple un lien vers un tutoriel, des exercices supplémentaires, etc. Vous entrez ici tout simplement l'URL vers laquelle vous voulez renvoyer, ou d'entrer une vidéo YouTube. Là, vous avez un moteur de recherche qui vous permet de chercher tout de suite la vidéo qui vous intéresse et de sélectionner en fait la vidéo qui vous intéresse. Vous pouvez aussi entrer directement l'URL si vous connaissez la vidéo vers laquelle vous voulez renvoyer. Une fois que vous avez entré ce que vous voulez en termes de commentaires, vous cliquez sur Enregistrer et vous avez vos commentaires qui apparaissent en bas. Une fois que vous êtes content, vous cliquez sur Terminer et le tout est enregistré. À présent, je vais cliquer sur le menu déroulant qui apparaît en haut à droite du cadre. Et là, il y a plusieurs options qui vont s'afficher.
Je vais les commenter rapidement dans l'ordre. On va regarder au fur et à mesure ce que ça donne en utilisant la fonction aperçu. Donc, réponse courte laisse aux élèves un espace dans lequel ils peuvent inscrire une réponse qui est censée être brève. Voilà comment ça se présente en mode aperçu. On peut taper sa réponse là-dedans. Je referme l'onglet tout de suite. Ensuite, on a l'option paragraphe qui se présente peu ou prou de la même manière. Les élèves ne voient pas en réalité que la réponse est censée être plus longue. Notez que si vous utilisez ce type de réponse courte, paragraphe, la correction automatisée ne pourra très probablement pas se faire, à moins que la réponse courte consiste en un seul mot, dans quel cas il faudra encore tenir compte qu'un élève qui fait une faute d'orthographe ou qui met une majuscule à la place d'une minuscule se retrouvera avec une réponse fausse. Donc attention avec ces deux options. Dans les options les plus intéressantes, on a évidemment le choix multiple qu'on avait tout à l'heure. L'élève ne peut indiquer qu'une réponse. Je vous montre ça tout de suite. Aperçu. Si je réponds 2, je ne peux pas répondre 4 également. À côté, on a les cases à cocher qui, elles, je repasse dans l'aperçu, permettent de sélectionner plusieurs réponses. Ensuite, on a encore l'option liste déroulante. À ce moment-là, les réponses qu'on peut sélectionner apparaissent tout simplement dans un menu déroulant. On sélectionne le 3 ou le 4. Là aussi, une seule réponse possible. Je vais fermer tous les onglets. Voilà. Et on revient ici. On a l'option importer un fichier. L'élève, au lieu de répondre directement à la question, importe un fichier qui va apparaître dans votre Drive et qui sera la réponse à la question posée. Si je clique sur importer un fichier, vous avez un avertissement. Autorisez les personnes qui répondent à importer des fichiers dans Drive. Les fichiers seront importés dans l'espace Google Drive du propriétaire du formulaire. C'est-à-dire que les personnes qui répondent doivent être connectées à leur compte Google, mais ça c'est toujours le cas. Et ensuite, elles vont pouvoir importer un document ici et vous le recevrez dans votre Drive. Si je note continuer, on va voir que sous aperçu, ça donne ça. 2 plus 2 est égal. Ajouter un fichier, je clique sur ajouter un fichier. Je peux déposer un fichier depuis mon disque dur ou depuis mon Drive, l'importer et la réponse sera envoyée. On va passer maintenant à l'échelle linéaire. L'échelle linéaire peut aller de 0 au minimum à 10 au maximum. Et la réponse à la question est tout simplement une réponse qui va se situer quelque part entre 1 et 10. Voilà comment ça se présente. C'est typiquement le format qu'on va utiliser dans des sondages. Êtes-vous satisfait de vos conditions de travail? 0, 1, peu satisfait, 10, très satisfait. Là, ça peut peut-être être une bonne option d'ailleurs, suivant les réponses que vous voulez apporter, de rajouter une description ici. 0 signifie, 10 signifie, voilà. Ensuite, la grille à choix multiples est la grille de cases à cocher. Vous verrez que les deux sont très similaires. L'idée, c'est qu'on va pouvoir en fait programmer un certain nombre de lignes, un certain nombre de colonnes. Si on va dans l'aperçu, on pourrait tout à fait imaginer poser par exemple un certain type de questions ou poser différentes catégories pour chaque ligne. Et puis ensuite, les réponses se situeront par là. Vous voyez qu'automatiquement, Google Forms a compté 4 points puisqu'il y a 4 lignes. Donc on voit bien que l'idée c'est de poser en fait des questions différentes. Ou je ne sais pas, imaginons que vous avez dans les lignes certains personnages, dans les colonnes certaines caractéristiques. Vous devez choisir la caractéristique des personnages. Selon ce système, on voit bien qu'à la fin on va avoir 4 points. Vous pouvez modifier ce réglage, mais par défaut c'est comme ça que ça va se faire. L'option grille de cases à cocher, elle est exactement la même, à la différence près qu'on va pouvoir cocher plusieurs réponses pour chaque ligne. Si je clique là sur corriger, on
on voit que je vais pouvoir entrer plusieurs réponses. S'il y a plusieurs réponses à donner, vous pouvez évidemment modifier le nombre de points. Si ici il y en a une seule, vous gardez un point. Si ici il y a 3 réponses qui sont nécessaires, vous pouvez attribuer les points. Et vous voyez que le total va être beaucoup plus important ici avec 8 points pour les réponses. Les 2 dernières options, date et heure, me semblent relativement peu intéressantes, mais on peut effectivement avoir ici un mois, un jour, une année à entrer, ou alors l'heure. Voilà comment ça se présente. Heure, vous notez par exemple qu'il est 10h33 et vous envoyez la réponse. Je ne suis pas persuadée de comprendre l'utilité de cette fonction. On a fait le tour de tous les différents types de questions qu'on peut poser avec ce système. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez programmé quelque chose, en particulier si vous programmez des grilles, des choses comme ça vaut la peine de vraiment utiliser l'option dupliquer pour dupliquer les questions et ne pas avoir à tout reparamétrer à chaque fois. Dans la vidéo suivante, nous verrons quelques options qui vous permettent d'organiser votre questionnaire. À tout à l'heure!